Donc, bonjour à tous et à toutes. Je présente tout de suite Blondin Cissé, donc maître de conférence à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal et chercheur au LCSP, actuellement chef de section à l'UFR CRAC, civilisation, religion, art et communication, et coordinateur de l'Observatoire des sociétés civiles africaines. Et la thèse a donné lieu à un ouvrage, Confrérie et communauté politique au Sénégal, pour une critique du paradigme unificateur en politique. Et ensuite, 2 ouvrages, Réinventer la tradition islamique en 2015 et Réinventer la modernité africaine en 2016. Et on va rester en fait apparemment sur le terrain de la réinvention et embrasser à nouveau la phénoménologie, puisque Blondin Cissé va nous parler à présent de réinventer le vivre ensemble des ressources africaines et arabo-islamiques de la subjectivité politique, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, repenser la question de la subjectivation politique en y adjoignant des perspectives non occidentalo-centrées, à partir notamment de la philosophie africaine et du philosophe-poète indo-pakistanais Muhammad Iqbal. Merci Rémi. Avant de commencer, je tenais d'abord à remercier le comité d'organisation pour le travail. Les mots que je vais lire là ont été ceux que j'avais prononcés lors d'un hommage intime à Souleymane Bachir Diagne. Étienne m'est aussi cher que Bachir, qui a guidé mes premiers pas au département de philosophie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'un était mon directeur de thèse, l'autre mon co-directeur. Il est des tensions qui vous embrasent un jour et ne vous lâchent plus. Paradoxalement, ce n'est pas ce qu'elles cherchent. Elles veulent tout simplement, pour parler comme Fanon, chauffer la carcasse de l'homme et partir en espérant que l'homme entretienne le feu par autocombustion. Et pourtant, elles parviennent presque toujours à se glisser subrepticement dans nos propres tensions en les irriguant. Étienne Tassin était de celle-là. À lui, j'ai déduit cette communication en ayant une pensée intense pour un autre absent présent, Miguel Abansour. Ce maître, cet ami qui continuait à vous donner, après que vous l'ayez quitté, et par qui l'aventure débuta avec Étienne. Une précision, parce que je ne voulais même pas faire une thèse. Quand je suis arrivé en DIA, sous la direction de Abansour, les conditions de vie, mes conditions étaient assez difficiles, très difficiles même, au point que je voulais abandonner. Et dans cette traversée du désert, Étienne était là avec d'autres enseignants de notre laboratoire. Et ces enseignants et Étienne ont vu comment la précarité pouvait amoindrir, voire empêcher des tensions heuristiques. Je n'étais pas le seul, on était beaucoup. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de mes amis ont abandonné parce qu'étant confrontés à cette précarité, et ce matin, on en a dit des mots. Et beaucoup de personnes qui sont dans ces salles savent de quoi je parle aussi. La question qui agite les démocraties modernes peut s'énoncer ainsi. Comment créer les conditions d'émergence d'un vivre ensemble fondé sur l'existence d'un sujet déterritorialisé, c'est-à-dire affranchi de tout ancrage privatif qui le confinerait dans un espace clos aux antipodes de l'agir politique. L'espace public s'énonce donc comme le lieu d'une désidentification par lequel le sujet accède à un espace d'activité inscrit dans l'horizon d'un monde commun, ainsi que l'écrivait Étienne Tassin. La question devient alors la suivante. Comment l'activité politique où s'affirme un sujet politique non identitaire peut-elle, à partir d'un espace public non communautaire, instaurer un monde commun susceptible d'accueillir des individus et des communautés relevant de processus identificatoires différents, voire incompatibles? Dans cette contribution, notre objectif est de restituer quelques trajectoires de la subjectivité politique, indépendamment, tout à l'heure Rémi l'a précisé, des lieux classiques de la subjectivité. Donc, d'une part, à partir des ressources propres à la philosophie africaine, à travers la pensée du théoricien sénégalais de la négritude Léopold Sédar Senghor, du philosophe ghanéen Kwame Nkrumah,
et du philosophe camerounais Marcien Toa, et d'autre part dans la perspective du philosophe poète indo-pakistanais Mohamed Iqbal. Alors, les lectures africaines du vivre ensemble vont de la complémentarité à l'aliénation de soi. Léopold Sédar Senghor, par exemple. La pensée de Senghor se déploie à partir d'une relecture africaine du marxisme et de son modèle de socialisme. Fondé sur le concept de négritude qu'il définit comme l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir, le socialisme de Senghor est une adaptation critique aux conditions de l'Afrique des principes et des techniques du marxisme, d'où la réappropriation senghorienne du marxisme en partant de la spécificité des valeurs négro-africaines. L'inadéquation de l'idéologie marxiste au contexte négro-africain est l'une des principales limites mises en exergue par Senghor, car il pense que le marxisme ne peut être appliqué à l'Afrique tel qu'il est, non seulement du fait que c'est une théorie pensée adaptée uniquement au contexte de l'Europe du XIXe siècle, mais aussi par le fait que son penseur ignorait pratiquement les réalités du continent noir. Une autre critique que Senghor formule contre le marxisme consiste à lui reprocher son athéisme, sa disqualification des valeurs spirituelles fondamentales dans la vie de l'homme, a fortiori chez le négro-africain. Sa critique donc est de permettre aux Africains de se réaliser en tant que nation autonome et responsable en dehors de toute tutelle idéologique. De ce fait, pour Senghor, l'indépendance culturelle est la condition sine qua non de la réalisation d'une quelconque voie africaine du développement, car il n'y peut pas avoir d'indépendance dans la dépendance. Mais si le socialisme de Senghor trouve son fondement à la fois dans l'affirmation de l'homme noir et la libération de son continent, sa pensée se conçoit dans une philosophie de la complémentarité, fonctionnant selon la double exigence de l'enracinement dans le nous, c'est-à-dire les traditions négro-africaines, et de l'ouverture à la modernité, qui est l'autre. Dans Nation et voie africaine du socialisme, Senghor décline son projet. Il s'agit d'insérer notre nation non seulement dans l'Afrique d'aujourd'hui, mais encore dans la civilisation de l'universel qui est à édifier. Celle-ci sera une symbiose des éléments les plus fécondants de toutes les civilisations. Selon Senghor, il s'agit de se développer et d'encourager le dialogue des nations afin de constituer la civilisation panhumaine dont la pertinence lui est conférée par la pluralité de ses composantes. Autrement dit, si cette visée panhumaine ne peut s'exprimer que sur le mode d'une adaptation des réalités négro-africaines aux exigences du monde moderne, la nécessaire intégration des apports politiques, économiques et sociaux de l'Europe demeure, selon Senghor, une exigence épistémologique du socialisme africain. Je pense à Kwame Nkrumah. Considéré comme l'un des moments les plus importants du socialisme africain, la pensée politique de Kwame Nkrumah, comme celle de Senghor ou de Nyerere, qui est un autre théoricien du socialisme tanzanien, socialisme africain, s'est proposé de faire une analyse critique du marxisme en le confrontant aux réalités africaines. Contrairement à l'analyse critique de Senghor, qui prône une relecture africaine du marxisme, celle de Nkrumah va déboucher sur une nouvelle idéologie pensée et fondée à partir de la nouvelle situation de l'Afrique, le conscientisme. Car la mise en place de cette idéologie s'explique à la fois par la profonde mutation que connaît la société africaine et la présence d'éléments extérieurs à ces sociétés. C'est ainsi que Nkrumah divise la société africaine en 3 classes. Une classe très ancrée dans les valeurs africaines, fidèle à notre genre de vie traditionnel. Une classe représentant la présence en Afrique de la tradition musulmane. Enfin, celle représentant la tradition chrétienne et la civilisation de l'Europe occidentale. Par conséquent, le conscientisme aura pour tâche fondamentale de synthétiser l'histoire de l'Afrique traditionnelle à l'expérience musulmane et euro-chrétienne. Ce point est essentiel dans la pensée du philosophe ghanéen, puisque selon lui, la séparation ou l'opposition de ces 3 classes conduisent inévitablement à une schizophrénie sociale, aux antipodes de la libération et du développement de l'Afrique. C'est ainsi qu'il définit sa philosophie comme l'ensemble, en termes intellectuels, de l'organisation des forces qui permettent à la société africaine d'assimiler les éléments occidentaux, musulmans et euro-chrétiens présents en Afrique et de les transformer de façon qui s'insère dans la personnalité africaine. Fin de citation. Une fois assimilés, ces différents éléments devraient être utilisés en vue de permettre le développement harmonieux de la société africaine
sur la base d'une idéologie apte à rendre compte des nouvelles métaphores de cette société, d'où ces mots de Nkrumah dans le consensusisme. Je propose d'appeler cette position conscience philosophique, car ce n'est pas là la philosophie qui nous donnera le fondement théorique, dont le but sera de contenir à la fois l'expérience africaine de la présence musulmane et euro-chrétienne et celle de la société traditionnelle, et par une sorte de gestation, de les utiliser au développement harmonieux de la société. Je pense maintenant à Martien Towa. Amplifiant la perspective de Nkrumah qui s'énonce comme une manière de concilier les termes de la contradiction, nous, l'autre, tradition, modernité, etc., dans un dépassement qui permet d'assumer, Towa réfléchit sur la situation de l'homme africain dans le monde moderne et constate son absence de liberté. Mais contrairement à ceux qui imputent la faute aux autres, il affirme que la servitude de l'Africain se pose uniquement dans son rapport avec lui-même et non dans son rapport avec l'autre, puisque le négro-africain reste encore enchaîné dans son passé au moment où il doit opter pour une philosophie de l'actualité et de la prospective. D'où la nécessité, pense-t-il, de se libérer du joug de son passé, tout en s'inscrivant dans un processus de devenir personne, ainsi qu'il le note dans son essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle. Notre dessein principal devrait être de parvenir à une saisie et une expression philosophique de notre être dans le monde actuel et à une détermination de la manière de la prendre en charge et de l'infléchir dans une direction donnée. C'est ainsi que le philosophe camerounais pose à la fois l'urgence d'une renaissance philosophique qui est pensée de notre pensée et philosophie de notre rapport au monde, aujourd'hui, c'est-à-dire qui part du constat de la condition actuelle négro-africaine. Se situant alors aux antipodes du différentialisme, Towa prend la théorie de la ressemblance, dont la réalisation suppose que l'Africain sorte de sa particularité pour s'élever à l'universel. Même s'il faut le dire, pour lui, la finalité d'une telle entreprise s'inscrit dans une logique d'appropriation de, comme il le dit, de l'arme miraculeuse de l'Occident. En d'autres termes, il est question de dépasser notre différentialisme pour aller prendre chez l'autre les secrets de sa victoire, voire lui ressembler, afin de nous approprier de la pensée scientifique et technique qui a permis à l'Occident de nous soumettre. Towa reste conscient que cette logique d'appropriation des armes miraculeuse de l'autre doit commencer par la renaissance philosophique qui est pensée de notre pensée, qui ne la restreigne à notre propre schéma culturel. L'enjeu de cette ressemblance à autrui est donc, selon Towa, de relever positivement le destin politique et économique de l'Afrique, de faire du continent noir une grande puissance, sachant que la puissance est fondatrice de la grandeur philosophique. Je porte maintenant la dernière partie consacrée aux traditions arabo-musulmanes et le cosmopolitisme, de la philosophie du vagabondage. À l'opposé de la tradition savante réformiste plus préoccupée à défendre l'orthodoxie musulmane, en prônant un retour aux sources de l'islam, existe une tradition de la réforme qui, en substituant à la culture de la pétrification une pratique de la déliaison, met en exergue la dynamique intellectuelle qui a permis à la civilisation musulmane d'effectuer des bonds extraordinaire et d'être en avance sur le reste du monde pendant près de siècles, tant sur le plan scientifique que culturel, grâce à une démarche d'assimilation syncrétique sans aucun lien particulier avec une religion donnée. La culture arabo-islamique est une civilisation du vagabondage qui s'est constituée par emprunt à la culture grecque, persane, à l'hindouisme, au judaïsme, au christianisme, etc. Dans cette perspective, la critique de l'enfermement identitaire constitue le nœud gordien de la pensée de Mohamed Iqbal et de ce fait s'accompagne d'une véritable philosophie de l'existence qui, déportant l'identité hors du champ local et culturel, confère au soi le sens d'une personnalité, d'un mouvement libre d'autocréation continue, ce qu'exprime l'auteur à travers ses vers. Libère-toi d'un espace trop étroit. Celui qui a échappé au lien de toutes les dimensions s'étend comme le ciel dans toutes les directions. Le parfum de la rose, en se séparant d'elle, s'enfuit et se répand dans le jardin.
Toi, resté paralysé dans un coin de la prairie, comme le rossignol, tu te contentes d'une seule rose. Pareil à la brise, rejette de tes épaules le fardeau de la satisfaction. Fin de citation. C'est ainsi que la redécouverte de cette tension cosmopolitique de l'islam constitue l'un des aspects essentiels de la philosophie de Iqbal, qui assimile l'exaltation de l'appartenance à une véritable servitude, enfermant le sujet en diminuant sa puissance d'agir, puisque nous dit Bachir, substituant au mouvement d'invention de soi, au procès de devenir personne qui est l'identité humaine même, des manières préétablies de vivre et de penser. L'on comprend ainsi que pour Iqbal, l'exaltation de l'appartenance et cette servitude, sont considérées comme le péché suprême de l'idolâtrie, d'où la signification de ses propos. Brise toutes les idoles de la tribu et de la caste, brise les antiques coutumes qui enchaînent les hommes. Le processus de devenir personne, donc, ne peut s'enclencher qu'au regard d'une instance dont la caractéristique fondamentale est la mise à distance qu'elle effectue par rapport à toute logique d'embrigadement ou de revendication identitaire qui risquerait, comme le montre Tassin, d'occulter la double ambition de sa nécessaire décommunautarisation, à savoir l'achèvement d'un monde dans une perspective cosmopolite et l'invention permanente du soi. Ce processus est inscrit au programme de ce qu'on pourrait appeler une philosophie du vagabondage que l'auteur de l'Orient laisse transparaître encore dans ses vers. Tu n'es pas encore libéré des liens de l'eau et de l'argile. Le cœur vagabond ne supporte pas de demeurer sur place et ne se contente pas de l'eau, du feu, de l'argile. Ne t'imagine pas qu'il repose dans le corps. C'est une mer qui ne se laisse captiver par aucun rivage. Fin de citation. Dès lors, on peut affirmer que la politique, le savoir qui se rapporte à la cité, ne peut s'enclencher qu'à partir du moment où il envisage la police comme cosmopolitique, c'est-à-dire comme un monde commun, tirant son sens de l'hétérogénéité des communautés d'appartenance, dont la transcendance en vue de ce monde n'implique pas la négation du particulier. Dans cette perspective, si l'espace public ne peut être pensé que dans l'institution d'un lieu, dont le fondement est le rapport permettant à toutes les communautés particulières d'accéder à une visibilité politique, condition de l'existence du monde commun, il reste qu'une cosmopolitique citoyenne n'exclut pas elle-même l'inscription identitaire, ce que Étienne Tassin laisse entendre dans ses propos. Tel serait le sens authentique d'une citoyenneté du monde. Être citoyen du monde n'est pas appartenir à une communauté mondiale, mais réfléchir sa propre inscription dans et sa propre appartenance à une ou des communautés finies dans la perspective du monde commun et rapporter les droits civiques et politiques qui sont toujours liés à la reconnaissance politique d'une communauté particulière au principe du droit d'avoir des droits. Conclusion. Donc, penser un cosmopolitisme authentique, c'est à la fois promouvoir et consolider une véritable politique d'émancipation, susceptible de faire de nos cadres de vie de véritables laboratoires d'expérimentation de la diversité culturelle, des champs d'expression aux cultures africaines, arabo-islamiques ou autres, en nos mots, aux héritages pluriels éclatés qui participent non seulement à l'identité des groupes dits autochtones, mais sont aussi porteuses de nouvelles possibilités de sens pouvant permettre de renouveler les paradigmes du vivre ensemble. Et dans ce projet, les absents présents que nous honorons aujourd'hui continuent de cheminer avec nous. Car, disait le poète sénégalais Birago Diop, ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent. Le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Je vous remercie.
Donc merci Blondin, et on va pouvoir passer la parole à la salle. Je ne sais pas si vous sur le micro. Alice. Merci. Oui, excusez-moi, je fais ce que je fais avec la voix que j'ai. J'aurais une petite question, donc, pour avoir quelque chose comme un complément, sur la première partie, plus précisément sur Senghor. Ce qui me frappe dans la présentation de la première partie, c'est au fond, c'est qu'elle nous rappelle très bien, de toute façon tout à fait intéressante, les théorisations du socialisme africain. Et je perçois bien à quel point, parce que ça venait des autres, Étienne Tassin pouvait y faire accueil, s'y intéresser, puisqu'il y avait de la pensée en Afrique. Et donc, surgissant de l'autre, je veux dire, elle ne pouvait que trouver une oreille attentive chez Étienne Tassin. Mais je me demande, à partir d'un point précis que je vais prendre chez Senghor, est-ce qu'au fond, il ne faut pas peut-être essayer est-ce que tu penses, je vais dire les choses comme ça, est-ce que tu penses qu'il n'est pas possible de faire un léger pas de plus, qui est pas simplement de postuler chez Étienne Tassin cette ouverture à la pensée des autres, mais ouverture à la manière dont la pensée des autres apparaît. Parce que rien ne me paraît plus éloigné finalement d'une scène politique que ces théoriciens-là, pour autant qu'ils veulent théoriser les réalités africaines et les possibles à l'intérieur des réalités africaines d'une modernité. Et cette modernité, telle que Senghor ou d'autres la souhaitaient, serait une modernité qui pourrait porter le nom de socialisme. Je veux dire, ça en soi, ça n'est encore qu'une théorisation. Ça n'est pas encore faire paraître cette théorisation dans un espace qui est un espace d'échange, qui est un espace de visibilité de l'un pour l'autre. Donc s'intéresser à son paraître. Ça me conduit à quelque chose qui m'a toujours intrigué, mais je n'ai pas eu le temps, ni je n'ai fait l'effort, il faut être honnête, de chercher la réponse d'un texte de Senghor, où Senghor, parlant... Tu identifieras mieux que moi ce texte, dont je ne peux pas forcément dire lequel c'est, mais Senghor, à un moment donné, commence à dire, voilà, si on veut se demander ce que Marx devient, je veux dire, en terre africaine, il faut aller aussi lire ce que Louis Althusser en dit. Bon, et alors, je veux dire, pour moi, c'est resté ça comme une intrigue. Je veux dire, Senghor... en Afrique, je veux dire, faisant ce travail qu'au fond, je me représente assez facilement, qui est de se dire, intégrons de la modernité en Afrique, je veux dire, produisons, je veux dire, à partir de là, un socialisme africain, va jusqu'à dire, je veux dire, qu'il faut, parce qu'il va dire quand même des choses tellement éloignées du théoricisme althusserien qu'il y a quelque chose comme un abîme, là. Alors, j'essaie de comprendre cet abîme, et j'ai deux interprétations entre lesquelles j'aimerais que tu nous dises quelque chose. L'une, c'est qu'effectivement, Senghor est resté finalement tellement convaincu que la modernité avait été pensée en Europe, que le Marx qu'il essayait d'adapter à la terre africaine devait être étudié jusque dans ses élaborations les plus récentes, les plus ambitieuses, tout ce qui était Althusser, quoi, dans sa version althussérienne. Ça, c'est une première hypothèse. L'autre, elle mettrait plus l'accent sur le paraître. Je veux dire, et donc c'est pour ça que je te demande de voir si la deuxième hypothèse a aussi ses chances. C'est-à-dire, elle consisterait à dire, je suis président d'un pays qui continue après moi à envoyer ces jeunes générations faire ses doctorats, ses études, ses recherches en Europe. Le Marx de ces jeunes gens est un Marx qui est un Marx althussérien. Bon. Et donc, si je veux avoir une discussion politique avec eux, je veux dire, j'ai besoin, je veux dire, de saisir ce Marx althussérien. Et il me semble que ça serait la possibilité, si elle existe, mais c'est là-dessus que je t'interroge, que, au fond, Senghor a proposé
une sorte de scène publique, une scène du paraître des idées, dans lesquelles il invitait finalement à faire de l'Afrique, non pas un objet à penser, non pas étudier, je veux dire, les réalités africaines pour voir quelles sont les conditions de possibilité du socialisme, mais de dire, pouvons-nous faire de l'Afrique un objet de discussion entre les Africains. Moi, le vieux président, qui est aussi fait mes études en Europe et qui a une certaine idée de l'avenir africain et qui veut qu'il soit socialiste, et puis ces jeunes qui ont une autre modernité dans la tête, qui est la modernité althusérienne, est-ce qu'on peut faire de l'Afrique donc une scène de discussion politique au sens d'Étienne Tassin? C'est ça ma question. Oui, redoutable question. Stéphane, je tiens d'abord à souligner que lorsque je parle, disons, je ne peux pas prendre en charge d'autres théories aussi intéressantes qui auraient pu répondre précisément à cette question, comme celle de Mamadou Dia, parce qu'on reproche à Senghor d'être très théorique dans son socialisme africain. Ça, c'est d'un. Et Senghor aussi d'être fortement aussi influencé, si c'est une référence. Bon, on a souvent tendance à dire que c'est le premier agrégé, mais aussi ça pose problème, parce que les élites intellectuelles même, beaucoup se sont méfiés de Senghor, parce que Senghor, c'est lui quand même qui est allé, qui a affirmé que oui, mais la raison est hellène, mais l'émotion est nègre. Et ça a fait couler quand même pas mal, ça a fait jaser pas mal de choses. Mais d'abord, je voudrais relever, faire une précision sur mon intention de communiquer en mettant en exergue ce que je appelle des trésors endogènes, des trésors endogènes perdus qu'on ne retrouve plus. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de penser une subjectivité à l'intérieur de trajectoires endogènes, à l'intérieur de trajectoires autres. Et ça, c'est ce que aussi, je pense que nous avons appris, que moi j'ai appris aussi avec Étienne Tassin. Ça, c'est d'un. Donc, le concept d'une cosmopolitique polyfocale, tel que l'a souligné Sonia ce matin, me parle beaucoup plus. C'est-à-dire penser une subjectivité, penser la politique, le vivre semblant à partir de plusieurs pôles. Parce qu'en réalité, le problème commence à partir du moment où il n'y a pas une part. Il y a certains à qui il manque une part. Il y a des spécialistes de Rancière qui prennent en charge cette question. Mais Senghor, précisément, par rapport à cette question, se situe sur un angle beaucoup plus, je pense, méthodologique même. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Quand il cite Althusser, la question n'est pas aussi compliquée que tu le penses. Il dit, de toute façon, Althusser pour Marx, Althusser nous dit que le marxisme reste à faire. Le marxisme n'est pas un dogme établi une fois pour toutes. Seules les pierres en ont été élaborées. Donc, c'est à partir de là que Senghor essaie de penser aussi cette possibilité. Donc, mais je ne le vois pas parce que vous posez la question sous un terme, dans une perspective assez plus complexe. Mais en tout cas, quand Senghor parle d'Althusser, il parle de notre droit à l'initiative intellectuelle, à prendre en charge uniquement une doctrine étrangère et à l'appliquer avec nos propres réalités. Voilà. C'est comme ça que j'entends la question. Si je ne réponds pas. Oui, Blondin, oui. J'ai été frappée dans ce que tu nous as dit, quand tu évoques, comment s'appelle ton philosophe préféré? Non, le dernier, il y en a beaucoup, bon, je ne sais pas si... Iqbal, Mohamed Iqbal, oui, Iqbal. Que, effectivement, tu l'évoques, tu le cites même, pour parler de la possibilité de la rencontre entre, disons, des traditions de pensée occidentales et des traditions qui ne le sont pas. Et ça m'a beaucoup frappé que, à ce moment-là, c'est un langage métaphorique tu as parlé du feu, de l'air, des images comme ça, et un langage qui est à la fois de pensée poétique quand même. Oui. Et je crois que là, il y a peut-être, plutôt que par la rencontre, autant que par la rencontre des concepts, peut-être une espèce de possibilité de
qu'il y ait des rencontres autour d'images, autour des métaphores avec lesquelles nous pensons aussi, et d'une certaine façon, notre pensée. Rares sont les penseurs, je trouve, en Occident, qui accèdent à la métaphore et à des métaphores qui donnent à penser, quoi. Et tandis que là, il y en a. Et puis à la fin aussi, bon, alors tu nous as beaucoup émus avec le poème de Birago. Ton poème, là, et qui est un petit peu un éloge funèbre, enfin, quelque chose comme ça. Et alors je me dis que voilà, tu as fini par le souffle des ancêtres. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça peut évoquer chez nous, le souffle des ancêtres? Et donc ça provoque une nostalgie de ne plus pouvoir dans les rites, dans nos rites funèbres, quoi, hein, puisque c'est quand même ça, hein, de ne pas pouvoir évoquer quelque chose comme ça. Moi, ça m'a provoqué ça, une nostalgie. Alors, je ne sais pas. Bon, disons, peut-être pas une nostalgie. Quand je parle de... Oui. Comment, oui. Puisque tu nous le... D'accord, je vous le renvoie. Tu nous l'envoies, tout à fait. Tu vois, c'est magnifique. Et ça me provoque, moi, voilà, je ne sais pas les autres, mais moi, ça m'a provoqué une nostalgie de ne plus pouvoir dire quelque chose comme ça, quoi. Alors, en fait, peut-être il faudrait que tu vois, que je te dise ce que... Quand on parle d'ancêtre, pourquoi le statut de l'ancêtre est important en Afrique? Ça dit que les ancêtres, quand on meurt, ça dit qu'ils deviennent même... Parce que c'est les traditions occidentales, c'est les traditions monothéistes qui ont fait de la mort une idée vraiment dure, terrible, difficile, comme quelque chose qui fait mal, quelque chose qui détruit. Mais dans d'autres civilisations, vous le trouvez encore au Sénégal, quand une personne meurt, dans certains villages, on célèbre la mort, les gens sont contents, tout ça, parce que la personne qui meurt accède à un statut. Elle ne quitte pas, il ne quitte pas la communauté, en fait. La personne morte est là. C'est-à-dire, il peut même, de ce fait, accéder à un statut, presque pas de divinité, mais de divinité secondaire. Donc, c'est pour ça que la notion d'ancêtre, le souffle des ancêtres, c'est quelque chose qui nous accompagne. Ça ne veut pas dire que c'est une nostalgie, on est toujours nostalgique. Donc, bon, je n'ai pas alors compris. Hein. Je n'ai pas encore compris. J'ai pas... Non, mais j'ai pas besoin oui, qu'on m'explique. Alors, ça c'est un. Mais l'autre chose aussi, parce que tu m'as fait penser à Iqbal. Tu m'as fait penser à Iqbal quand tu parles de la métaphore. Chez Iqbal, la métaphore est très forte. Lorsqu'il dit, par exemple, il ne faut pas faire de sa vie, parce que ça peut intéresser la subjectivité, refuser d'être, un phalène du bois-l'eau, c'est-à-dire un papillon qui, par amour pour le feu, va jusqu'à s'éteindre. Mais il faut être une luciole et porter sa propre flamme et éclairer sa voie. Et donc ça aussi, c'est contre toute forme d'embrigadement, de crispation identitaire ou autre chose. Peut-être je n'ai pas vraiment compris ce que tu veux me dire sur le statut de l'ancêtre, quoi. Voilà. Mais je ne sais pas, effectivement... Voilà, on ne s'est pas compris. Mais... Denel. Oui. Voilà. Alors, ma réception de ce qu'a dit Blondin, en parlant des arbres, les ancêtres, ils sont dans les arbres, etc. Et j'ai compris que Blondin voulait nous dire que Étienne, il est là, il est parmi nous. C'est comme ça, c'est comme si rien n'est mort, tout est vivant. Et moi, c'est comme ça, je l'ai reçu. Et même en Haïti, quand on parle de quelqu'un qui a traversé, on dit, bon, il habite le monde de la vérité. Et nous habitons le monde du mensonge. Donc, c'est quelqu'un qui est devenu un maître. Donc, et je comprends aussi, si on parle de cette nécessité de s'expliquer, on va comprendre que le monde commun, dans cette diversité, dans cette polyfocalité, c'est un monde qui accepte les différences.
On va prendre un dernier tour d'intervention. Laissez... Une toute petite chose, enfin une remarque un peu décalée. Votre présentation m'a fait penser à ces mots à la fin du discours sur la négritude d'Aimé Césaire, qui date de la fin des années 80, si je me souviens bien, où il parle de conception carcérale de l'identité. Il dit je ne suis pas pour cette conception carcérale de l'identité, parce que nous savons que l'universel est dans l'approfondissement des singularités. Mais j'avais la question décalée, c'était par rapport à la pensée féministe. Parce que je suis en train de faire cours là-dessus, et beaucoup des commentaires que vous avez cités de Senghor et des autres philosophes me faisaient penser à certaines des réflexions des féministes, lorsqu'elles essayent de penser à la fois comment une pensée située comme femme leur permet de comprendre le monde, l'oppression, l'exploitation, etc. Et en même temps, c'est une pensée à visée universelle. Chez certaines, évidemment, il y a toute une tradition non universaliste du féminisme, mais dans le féminisme universaliste, c'est des réflexions qui sont très proches. Donc, je ne sais pas si vous aviez un tout petit peu travaillé là-dessus, ou si ça vous évoque quelque chose. Dernière, Jean-Vladimir. En tout cas, merci pour la contribution. Voilà, ça ne m'est pas dit. Vas-y. Ouais, je voulais te remercier pour ton exposé, parce que ça m'a permis de replonger dans une expérience que j'ai eue avec Étienne sur le statut de la métaphore. Pour dire que cette tradition, ce conflit entre la métaphore et le concept à l'intérieur de la tradition philosophique occidentale, c'est le fait de mobiliser des auteurs où la métaphore est très très importante. Et chez moi aussi, toute la tradition intellectuelle, que ce soit en ténor Firmin, à l'exception d'un ténor Firmin, précisément, mais chez nous, on ne sépare pas. C'est-à-dire que, les arguments, les concepts de la métaphore. C'est-à-dire que, du coup, l'écriture scientifique devient très poétique, avec le risque de le problème de sens. Bon, mais une fois, que la difficulté, c'était de convaincre Étienne, ce que je n'ai pas pu arriver, il fallait à chaque métaphore argumenter pour rendre la métaphore beaucoup plus explicite, au risque de trahir la dimension poétique. Bon, c'est-à-dire que peut-être c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris, qui m'a permis de réfléchir sur comment on écrit en Europe, en Occident, et qu'est-ce que ça veut dire que quand on produit à partir d'une écriture mineure, je dirais. Ça veut dire que, faire le pari pour la littérature, c'est dire qu'on est dans la minorité. Donc, du coup, ça me permet de te poser la question, quel est ton rapport à la métaphore? Et je vois le pari, c'est un pari risqué, puisque d'être incompris aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, le rapport à la métaphore. Yeah. Oui, merci. Mais parfois, oui, je pense que les questions sont venues. Oui, parce que tout simplement, il y a une forme de prétention à vouloir saisir le sens, saisir le réel à travers des concepts. Et ce faisant, sans s'en rendre compte, et ça c'est une déformation professionnelle, on a tendance à empailler les choses, à définir des mots, à les circonscrire, à les habituer à des schémas, en sorte que l'essentiel nous échappe parfois. Et moi, ce que je retrouve dans la pensée d'Étienne, ce qu'en tout cas j'ai beaucoup appris avec lui, c'est que c'est un intellectuel qui nous incitait à redessiner la cartographie de l'humain, la cartographie du pensable. C'est-à-dire aller au-delà du sens, et l'Occident est passé maître dans le fait aussi de fétichiser les mots. Ces mots sont fétichisés et empaillés. Et donc nous, en rendant compte
d'autres polyfocalités, comme pour reprendre Sonia ou l'autre auteur qui l'a pensé, j'essaie effectivement de montrer que tout ce qu'on a dit, par exemple, sur la subjectivité, prenons la subjectivité. La subjectivité se conçoit dans une distanciation. Dans une distanciation, le sujet, ou bien la rationalité plutôt, la rationalité. Or, nous sommes des civilisations, nous sommes dans des cultures où on leur a reproché depuis longtemps la loi de la participation, d'être en fusion avec les choses, de ne pas effectuer cette distanciation qui est nécessaire. Mais en même temps, ce rapport que ces sociétés avaient ou ont avec les éléments qui les environnent, c'est ça qui détermine le rapport, le respect qu'ils ont vis-à-vis même de la vie. Parce que si je considère que cette pierre est un prolongement de moi-même, que cet arbre est un prolongement de moi-même, etc., je respecte mon environnement et je suis susceptible de pouvoir entendre d'autres sons qui m'excèdent, qui ne sont pas de mon champ de vision, qui ne sont pas de mon ordre. Voilà, et donc c'est là où commence l'acceptation. Et si vous voyez que quand on parle d'écologie, etc., mais tous ces mouvements-là ont été portés dans des sociétés animistes, par exemple. Les sociétés animistes, l'animisme prête une âme à toute chose. Et en vertu du fait que chaque chose possède une âme, au point même que, avant d'aller couper une arbre, même on me dit cet arbre me soigne, au moment d'aller couper cet arbre-là, je lui demande l'autorisation. Parce que je respecte, je lui demande l'autorisation, j'ai fait des libations, j'ai fait des trucs. Ce n'est pas une question, ce n'est pas quelque chose d'irrationnel. C'est tout simplement quelque chose qui traduit les différents pans de notre humanité. Une humanité qui nous empêche de nous dire que nous sommes, de revendiquer le projet cartésien, à savoir être maître et possesseur de la nature et violenter ce qui nous entoure, parce que voilà que nous avons cette force, nous avons cette prétention. Et c'est ça qui fait que nous avons du mal peut-être à comprendre que les morts ne sont pas morts. Nous avons du mal à comprendre aussi le souffle des ancêtres. Parce que pour certains, c'est naturellement parce que ça leur parle. Parce que quand on s'achète, quand on est dans une culture ou dans une civilisation, j'ai rien contre tout ça, nous avons tous baigné. Mais au fur et à mesure d'être portés, d'être pris dans un certain tourbillon, on s'achète. Il y a des pans de notre être que nous perdons et on a du mal à comprendre ou à croire à certaines choses. Et donc c'est ça le danger aussi de la conceptualisation. Donc moi je revendique le droit à ne pas conceptualiser, à laisser les choses se déposer, que ce soit les affects, etc., etc. Parce que c'est une autre voie aussi pour accéder à la science, à la rationalité. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une place dans le cosmopolitisme justement pour avoir des oasis qui nous empêchent de nous assécher, une espèce de cosmopolitisme existentiel qui permettent de recouvrer certains pans qui se sont peut-être asséchés? C'est tout simplement considéré. C'est pas quelque chose de théorique, hein, c'est pas quelque chose d'existentiel, c'est quelque chose que l'on vit. On le vit parce qu'on le sent. C'est-à-dire le droit, quand on a pris des gens qui ont été, quand en France c'est arrivé, des gens qui ont été enfermés parce que le délit d'assistanat, je ne sais pas comment ils ont trouvé. Des gens qui ont voulu aider un humain, parce que aussi c'est ça, je m'embrouille parce qu'il y a tellement de choses qui sont en moi, parce qu'on ne peut pas aussi, ça aussi c'est les limites des concepts. Des gens à qui on a refusé, qui ont été indexés tout simplement parce qu'ils ont voulu aider leur prochain. Le devoir d'humanité. On est dans une société où le devoir d'humanité est même suspecté. Et fondamentalement, ben oui. Voilà, il y a la tradition occidentale peut formuler ça aussi quand même. Oui, mais il peut y avoir dans la tradition occidentale, disons, une façon d'élaborer la sensibilité morale. Mais bien sûr, mais ça je ne le dénie pas, Ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire, c'est que
On parle de l'humain, on parle de faire beaucoup de... Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'humain réellement? C'est ça le problème. Pourquoi les choses se désagrègent de jour en jour? Et pourtant, on parle de l'humain. On n'a jamais autant parlé de l'humain, mais le lien se détériore de plus en plus et ça se réduit. Pourquoi? Et pourtant, de plus en plus, on a des intellectuels, on a des gens qui réfléchissent sur le vivre ensemble, qui parlent de cosmopolitisme, etc. Mais peut-être, ces intellectuels ont produit quelque chose en s'inscrivant contre les traditions qui ont existé et à l'intérieur desquelles on peut trouver des îlots qui ont porté le cosmopolitisme. Voilà, donc ces îlots, en fait, sont partout. Ces îlots sont dans l'animisme, sont dans l'animisme, sont dans d'autres cultures, sont dans des cultures irrationnelles, dans des cultures rationnelles. Ils sont partout, ces îlots. Les traditions d'entraide. Voilà, les traditions d'entraide. Du coup, à quelle heure on reprend? Est-ce que je peux juste... Ouais, bon, voilà. J'ai le temps aussi, non? Oui. Bah, pendant qu'on attend l'heure de reprise, vas-y. Alors, j'ai juste... vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà. Oui, Malcolm. Yes. Bon, alors, en fait, on a une discussion qu'on essaie d'avoir, et donc, du coup, peut-être, voilà, on va voir comment ça sort. Mais ce que tu as dit me fait penser, par exemple, au dernier livre d'Arturo Escobar qui a été traduit ici, qui s'appelle, en fait, Sentir pensar con la tierra, et sentir penser d'un seul mot. Voilà, sentir penser avec la terre. Donc, mais en fait, l'idée qu'il y a, et ça, Descola, mais bien d'autres l'ont montré, qu'il y a d'autres lieux, d'autres cultures qui finalement recomposent le monde de manière différente, avec ces distanciations qui ne sont pas aussi marquées, avec ce grand partage qui se font différemment. Ça, on sait. Enfin, c'est-à-dire que voilà, c'est établi, c'est admis. L'idée, et ça c'est ce que hier ce que Luc Ngoé a montré, c'est que dans certains contextes, il y avait même des manières de penser la démocratie qui étaient différentes. Donc lui, il parlait du fait qu'en contexte de violence, en contexte de conflit, voilà, c'est plutôt, d'une façon particulière, c'est plutôt les thèmes d'unité qui viennent, même si qui sont d'une unité critique, voilà, qui viennent. D'ailleurs, juste petite précision, est-ce que tu sais si Étienne s'était intéressé à la philosophie africana? Alors je sais qu'à un moment donné, Lewis Gordon avait fait une conférence ici, enfin au LCSP, il y a très longtemps, mais voilà, juste petite précision si tu savais ou pas. Mais la question qui m'intéresse, c'est comment on pense ces espaces entre des sociétés qui vont avoir une manière de sentir penser avec la terre, ou alors d'autres conceptualisations ou d'autres pratiques de la démocratie, et un centre, un centre occidental qui va faire preuve, comme tu racontes, de cette distanciation qui peut être des fois inhumaine. C'est-à-dire comment on pense cet entre-deux, parce que parfois on peut tomber dans l'excès exotique. Oui, tout à fait. De dire, bon, ben en fait, ah oui, là-bas ils font comme ça, c'est différent, et on peut avoir l'impression qu'on n'habite pas une même terre. Alors, voilà, Christiane Taubira Delano a écrit justement un livre, Nous habitons la terre, enfin voilà. Mais du coup, comment on pense ces continuités entre ces différentes cosmogonies, en fait, et comment on le pense politiquement. Donc, y compris dans la question écologique, mais y compris juste comment vivre ensemble, sachant que finalement, que ceux qui viennent sont aussi en lien avec ce que nous on a produit du centre vers l'extérieur. Enfin, voilà, comment on négocie et comment on le pense politiquement, ce rapport entre ce centre qui est occidental et cet autre qui serait non occidental, en tout cas avec d'autres cosmogonies. Enfin, ouais. Juste des pistes. Je vais juste rajouter un tout petit... Je suis par là. Oui. Qui est exactement dans le prolongement de ce que disait Malcolm, et comme ça après on conclut, pour pas trop déborder, oui, je vois. Ouais. Je vous raconte juste, je connais pas le cas africain, mais je vous raconte juste une petite anecdote dans le cas indien. Donc c'est un collègue en Inde à l'université de New Delhi, écologue, qui a envoyé l'un de ses étudiants pour une thèse de doctorat dans une des tribus dans la zone où il y a énormément de langues, dans le sud, dans le nord-est de l'Inde, avec des vallées qui sont très cloisonnées. Et il lui a dit, bon, tu regardes quels sont les 3 bambous qu'ils utilisent par là-bas, et tu fais une analyse écologique, c'est-à-dire écologique, c'est avec de la mesure physique très moderne, des instruments très, très, très perfectionnés, et voilà, tu fais ta thèse là-dessus. Et il s'est avéré qu'ils utilisent 3 bambous
principalement. Chacun des bambous enrichit le sol en un élément minéral, N, P, K, donc l'équivalent de NPK, enfin non, évidemment ils ne le nomment pas pareil, hein, dans le tableau des éléments périodiques, et ces 3 éléments sont considérés comme fondateurs de l'agriculture industrielle moderne. Donc eux utilisaient en fait la même chose. Donc pour dire qu'il y a quand même des traductions possibles, qu'on peut se comprendre sur un certain nombre de choses, et que parfois ce qui a l'air assez exotique, en fait, n'est pas si exotique que ça. Ouais. C'est juste pour donner un petit exemple à la fois de côté un peu précurseur, on pourrait dire, et dans une autre codification symbolique. Juste un tout petit exemple. Hein. Voilà, juste donc pour terminer rapidement, Rémi, si tu permets. Merci pour votre intervention. Juste, d'abord, pour trouver ce rapport, il faudrait il faut déconstruire les préjugés, les présupposés qu'on a sur l'autre. C'est-à-dire, il faudrait que, parfois, que quelqu'un accepte celui qui a la puissance, parce que la puissance, le fait, c'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, ou ce qui se passe là où on travaille ailleurs, mais c'est parce qu'on a le dispositif technoscientifique qui nous permet peut-être d'être en avance. Et à partir de ça, si on le comprend et qu'on descend de son piédestal, à ce moment-là, on va considérer les cultures comme sur un mode d'un enchevêtrement. Senghor disait à ce propos, il faut s'enrichir de nos différences pour s'élever vers l'universel. Et comprendre par exemple que dans ces sociétés qu'on a perçues comme parfois arriérées, il y a des modes de résolution des conflits, même sur le plan politique, c'est sur ça que je vais terminer, en prenant la société Dogon. Chez les Dogons, par exemple, dans chaque quartier, les Dogons sont dans les falaises de Bandiagara, au Mali. Ils vivent dans les collines. Alors, comment eux, ils règlent les conflits? Dans chaque village, il y a une case qu'ils appellent Tuguna. Tuguna ou Tukuna. C'est une case qui est construite à hauteur d'homme. Quand des personnes ont des problèmes dans la cité, ils viennent, il y a 2 bancs, ils s'assoient à terre et discutent jusqu'à trouver une solution. Pourquoi la case est construite à hauteur d'homme? C'est parce que tout simplement, à un moment donné, les esprits, ils en viennent que les esprits peuvent risquer de s'échauffer et qu'on a envie de se lever et de donner un coup à l'autre. Le conflit, c'est le mode de gestion du conflit et donc la case est construite à hauteur d'homme. On ne peut pas se lever. On est obligé de s'asseoir jusqu'à la fin et jusqu'à trouver une solution. Il y a d'autres modes comme ça, de résolution des conflits qui trouvent ailleurs, qui se trouvent partout. Voilà. Alors ces modes-là, c'est quelque chose, ce sont des éléments qui sont éparpillés dans le monde. Mais tant qu'on est dans son enclos, malgré quelle que soit la densité, la générosité des thèses, des choses que l'on produit, ça n'a véritablement pas de sens parce qu'il y a peut-être quelque chose d'assez important qui nous échappe et qui se passe ailleurs. Et c'est comme ça que les politiques doivent travailler à rapprocher les mondes et que l'intellectuel doit aider à redéfinir, à redessiner la carte du pensable. Voilà. Et on retombe Merci donc beaucoup. sur Étienne Tassin et on peut passer aux échos d'Argentine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.